pour lire l'histoire de l'humanité bien avant que l'écriture n'existe. C'est un peu ça la grande question. Aujourd'hui, on va explorer ensemble la naissance d'une science qui a littéralement déverrouillé notre passé le plus profond, l'archéologie. Alors, on y va. Pendant très longtemps, l'histoire avec un grand H, c'était simple. Elle était dans les livres, les textes des Grecs, des Romains et surtout la Bible. C'était les seules sources qu'on jugeait fiables. Le truc, c'est que ces textes, ils ont un début et donc une fin. Les premiers savants, qu'on appelait à l'époque des antiquaires, se sont donc retrouvés face à un vrai mur. Comment faire pour étudier ce qui a bien pu se passer avant le tout premier mot écrit? Et ce mur, il n'était pas très loin, figurez-vous. Au XVIIe siècle, un archevêque, James Ussher, avait même calculé la date précise de la création du monde. C'était, selon lui, le 23 octobre 4004 avant Jésus-Christ, à midi pile. Forcément, avec une date aussi précise et acceptée par tout le monde, il n'y avait aucune place pour une longue, très longue histoire humaine. L'idée même de préhistoire, c'était tout simplement impensable. Notre vision du passé était donc complètement bloquée. On peut même dire qu'il y avait deux grands verrous conceptuels qui nous empêchaient de voir plus loin. Le premier verrou, c'est celui du temps. Évidemment, avec une histoire du monde qui ne fait que 6000 ans, impossible d'imaginer des dizaines de milliers d'années d'évolution humaine. Et le second verrou, c'est celui du texte. Un objet ancien, disons une poterie ou une statue, n'avait de valeur que s'il pouvait illustrer un passage d'un texte connu. L'objet en lui-même ne racontait rien, il était muet, en quelque sorte. Mais voilà, au XVIIIe siècle, le fameux siècle des Lumières, les certitudes commencent à vaciller. De nouvelles découvertes et surtout de nouvelles façons de réfléchir vont commencer à faire sauter ces verrous un par un. Ce qui est passionnant ici, c'est qu'on voit deux visions du monde s'affronter. D'un côté, on a Bernard de Montfaucon, le grand compilateur. Son travail est monumental, il rassemble des milliers d'images d'antiquité, mais son seul but, c'est d'illustrer les textes. Et de l'autre, on a le comte de Caïus. Et lui, il amène une vraie rupture. Il dit « Non, il faut étudier l'objet comme un physicien, pour ce qu'il est, pour l'information qu'il contient. » Sa formule est géniale, il faut comparer, observer, expérimenter. Et là, tout change, l'objet devient une source d'histoire à part entière. Et puis arrive un choc, un vrai. La redécouverte de Pompéi et d'Herculanum. Imaginez des villes romaines entières figées dans le temps comme une photo instantanée prise par l'éruption du Vésuve. Pour la première fois, ce n'est plus juste un vase ou une statue isolée qu'on trouve, c'est la vie de tous les jours de toute une civilisation qui ressurgit sous nos yeux. On touche du doigt la réalité matérielle du monde romain, bien au-delà de ce que les livres pouvaient nous raconter. Sauf que cette découverte spectaculaire a aussi révélé un énorme problème. Les premières fouilles n'en étaient pas vraiment. C'était du pillage, une chasse au trésor pour remplir les collections des rois. On creusait des tunnels, on cherchait de beaux objets et on détruisait tout le reste. C'est ce désastre qui a provoqué une prise de conscience. Il fallait absolument une méthode, de la rigueur, sinon on risquait de détruire l'histoire au moment même où on la découvrait. On arrive maintenant au XIXe siècle et à la première grande révolution qui va vraiment donner naissance à l'archéologie. C'est le moment où le fameux verrou du temps va voler en éclats. Et cette révolution, on la doit à un douanier passionné, un certain Jacques Boucher de Perthes. Son raisonnement, qu'on voit ici, est d'une logique implacable. Premièrement, il sait, grâce aux géologues, que les couches de terre les plus profondes sont aussi les plus anciennes. Deuxièmement, dans ces couches très profondes, il trouve des silex qui ont été clairement taillés par une main humaine. Et troisièmement, ces outils sont juste à côté d'ossements d'animaux qui ont disparu depuis des lustres, comme les mammouths. La conclusion est donc inévitable, l'être humain a vécu en même temps que ces animaux. Il existait donc bien avant la date supposée du déluge biblique. Le point crucial, il est là. Cette découverte ne fait pas qu'ajouter quelques milliers d'années à notre histoire. Non, elle fait naître tout un continent historique totalement inconnu, un passé immense, sans aucun texte pour nous guider. Il faut même inventer un nouveau mot pour ça, la préhistoire. D'accord, le temps profond était maintenant une réalité. Mais ça posait un nouveau défi et de taille. Comment mettre de l'ordre dans cette nouvelle immensité de temps sans l'aide des dates et des écrits? C'était un peu le chaos. La solution va venir d'un problème très pratique. Au musée de Copenhague, un conservateur, Christian Jurgensen Thomson, se retrouve face à des milliers d'objets en vrac. Son idée est simple mais géniale. Il va les classer selon la matière principale des outils et des armes. D'abord la pierre, puis le bronze et enfin le fer.
En allant vérifier dans les tombes, il se rend compte que cette succession est toujours la bonne. Et voilà, le premier système de chronologie, basé sur les objets et non plus sur les textes, était né. Cette méthode a un nom, c'est la typologie. Le principe est assez simple à comprendre. Les objets évoluent avec le temps, leur style, leur forme changent. C'est un peu comme les modèles de voitures. En classant les objets selon ces petites variations, on peut donc reconstituer une chronologie relative. L'archéologie tenait enfin son premier outil vraiment autonome pour organiser le temps. Maintenant, la question c'est comment ces super idées nées dans les musées vont-elles être appliquées sur le terrain pour devenir une vraie science de la fouille? C'est là qu'intervient Jens Jacob Warsaw. C'est le disciple de Thomsen et beaucoup le considèrent comme le tout premier archéologue professionnel. Son intuition est décisive. Pour lui, pour valider ce système des 3 âges, ça ne suffit pas de classer des objets au musée. Il faut maîtriser la source même de l'information, le terrain. Et sa méthode, c'est une vraie révolution, comme on le voit ici. Warsaw ne creuse plus pour trouver des trésors, il fouille pour répondre à une question. Il note avec une précision maniaque où chaque objet est trouvé, à quelle profondeur et surtout avec quels autres objets. Parce que la clé, ce n'est plus l'objet tout seul, c'est l'ensemble des objets trouvés ensemble, ce qu'on appelle un assemblage. L'archéologie vient de basculer. On passe d'un loisir de collectionneur à une science de terrain. Donc, si on récapitule, on a la stratigraphie, la lecture des couches du sol, c'est la clé du « quand ». Ensuite, la typologie, le classement des objets par leur style. Ça, c'est la clé du « quoi ». Et enfin, la méthode de fouille contrôlée qui analyse le contexte. C'est la clé du « où ». C'est elle qui permet de connecter le quand et le quoi de manière fiable. Ces 3 piliers, stratigraphie, typologie et méthode de fouille, forment ensemble la boîte à outils fondamentale qui a donné naissance à l'archéologie moderne telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. Ce tableau résume parfaitement toute cette transformation. L'antiquaire, lui, était prisonnier du temps biblique et des textes, il collectionnait des objets. L'archéologue, à l'inverse, explore le temps profond et lit l'histoire directement dans la culture matérielle, en analysant son contexte. La révolution est vraiment totale. L'archéologie est donc née avec ses outils pour lire le passé de manière en théorie objective. Mais aucune science n'est complètement neutre, elle est apparue en plein 19e siècle, à l'âge d'or des empires et de la construction des nations. La question qui se pose alors, c'est, maintenant qu'elle avait les moyens de raconter notre histoire la plus ancienne, quelles histoires cette nouvelle science allait-elle choisir de nous raconter ?